Alors, aujourd'hui, parce que maintenant vous avez une vision assez globale des choses, avec une connaissance de l'architecture cérébrale, ensuite une connaissance des grandes fonctions, je dirais, qui sont du domaine cognitif, du domaine conscient. Donc on a vu pas mal de choses, de voix, motricité, sensibilité, vision, etc. On n'a pas tout fait, bien sûr, il restait encore d'autres voies à explorer qu'on n'a pas pu explorer, mais il nous reste un dernier volet, et ce volet ne ressort plus totalement du domaine cognitif pur, mais c'est un domaine qui vous échappe un petit peu en partie, qui correspond aux régulations végétatives d'un côté, et puis le versant aussi des affects, de l'émotion, de la personnalité, etc., qui fait que chaque individu a son moteur interne en quelque sorte, hein, et que toutes vos activités sont toujours colorées par ce système qui est en fait le système limbique qu'on va voir aujourd'hui, et qui va vous donner la coloration affective et va être aussi le support de certains comportements, comme vous allez le voir, et bien sûr aussi, grâce à ce système, nous verrons la mémoire, comment les processus de mémoire, ou du moins les premiers temps, sont mis en jeu. Alors, très rapidement, je vais vous montrer, je vais peut-être éteindre la lumière. Attendez. Historiquement, si vous voulez, le système limbique, d'abord, étymologiquement, limbique, ça vient de limbus, en latin, qui veut dire le bord de. Et effectivement, on sait, avec le développement, que lorsque le néocortex se développe, donc tout le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital, etc. se développe, la partie interne du cerveau, c'est-à-dire toute cette région du gyrus singulaire qui est en rouge ici, et de la 5e circonvolution temporale, toute cette partie se retrouve vraiment refoulée sur le bord interne du cerveau, d'où le terme de lobe limbique. Hein. Et c'est Broca qui, en 1877, déjà parlait de ce système limbique, a décrit ce système limbique, mais on parlait plutôt sur le mode olfactif. Parce que, vous voyez, bon, ici on voit le nerf optique, mais on voit aussi le nerf olfactif. Et ce nerf olfactif, ici, est en fait directement relié au système limbique, notamment, vous allez le voir, sur l'incus de l'hippocampe, sur l'amygdale, hein, le complexe amygdaloïde, auquel il est fortement relié, puisque l'amygdale est le centre olfactif. Donc, du coup, ça fait une sorte de raquette, où on a le nerf olfactif, qui est le manche de la raquette, et puis le cortex ici, qui forme donc cette raquette olfactive. Alors bon, dedans j'ai mis le corps calleux, tout ça, bien sûr, ça n'a rien à voir, évidemment, hein, mais c'est le cortex qui est tout autour qui est important. Et puis, quelque temps après, et vous connaissez le circuit de Papez, bien sûr, donc Papez décrit son circuit. Alors vous voyez, étonnamment, le circuit limbique, il l'avait évoqué dans un contexte plutôt de l'émotion. Vous savez très bien que dans les lésions du circuit de Papez, qu'on va revoir aujourd'hui, c'est la mémoire, hein, notamment la mémoire immédiate, qui est touchée. Et puis, peu après, vous voyez, ça se rapproche un petit peu, MacLean, qui a bien montré qu'on avait les 3 étages importants. L'étage tout en haut du néocortex, donc très important. Là, on est dans l'étage des fonctions cognitives. Tout en bas, on est très végétatif, tronc cérébral, noyau gris et tronc cérébral, et moelle spinale en même temps. Ça, c'est un étage qui est très végétatif, hein, et réflexe aussi. Et puis, entre les deux, eh bien, le système limbique vient s'intégrer. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que c'est une hiérarchie anatomique, une hiérarchie fonctionnelle, que je vais mieux vous décrire après. Et enfin, Nota, donc ça c'est déjà dans les années 70, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça, donc a montré qu'il y avait une région
qui était en avant du troisième ventricule, ici, la région septale, et qu'à partir de cette région, on avait tout un continuum du système limbique qui redescendait vers l'hypothalamus et le tronc cérébral, et ça, tout ça, c'est très très important. Je vais vous montrer maintenant sur des diagrammes généraux, donc ce que je viens de dire, en montrant ces hiérarchies. Donc, tout en haut, c'est tout d'abord le cortex, le néocortex, les fonctions cognitives, le langage, la motricité, la vision, l'audition, tout ce qu'on a vu. Là-haut, c'est le néocortex, c'est le plus récent. Bon, il y a un peu d'olfaction qui va avec. Et alors, sous ce niveau cortical, néocortical, vient s'intégrer alors le système limbique. Le système limbique, on va le décrire ici comme un système qui comprend du cortex, des noyaux et des faisceaux de substances blanches. Cortex, noyaux, faisceaux. Donc, on va le décrire en détail. Mais ce système limbique est parfaitement interfacé avec le néocortex. Très intéressant. Ça veut dire que, mais vous le savez, c'est par expérience, vous le savez très bien, que toute activité cognitive, quelle qu'elle soit, intelligente, vision, audition, activité intellectuelle, quelle qu'elle soit, est toujours sous-tendue par ce moteur, je dirais, limbique, ce moteur émotionnel, ce moteur affectif qui est derrière. Vous savez très bien que vos performances vont varier, en fait, en fonction de ce niveau affectivo-émotionnel. Quelqu'un qui est complètement déprimé, etc., il est beaucoup moins performant. C'est une grande évidence pour vous. Et puis quelqu'un qui a une forte émotion, qu'est-ce qui se passe? Bien, cette forte émotion, elle va s'exprimer au niveau organique. Et l'expression d'une émotion, c'est très végétatif. C'est la bouffée de chaleur, c'est la pâleur, c'est la fréquence cardiaque qui change, c'est je tombe dans les pommes, c'est tout ce que vous voulez. Voyez. Et donc là, il y a alors un interfaçage avec un système sous-jacent, un système qui est en dessous sur le plan anatomique et qui est l'hypothalamus. L'hypothalamus, donc ça c'est très important, puisque on va le faire tout à l'heure. Cet hypothalamus, il est en liaison avec les systèmes hypophysaires, donc endocrines, et aussi, surtout, il va régler les grandes fonctions végétatives, l'hypothalamus. Or, toutes ces fonctions végétatives, eh bien, elles ont des centres végétatifs, et on va le faire au tout dernier cours, au niveau du tronc cérébral de la moelle spinale aussi, où on a les grands centres sympathiques, parasympathiques, qui vont commander les organes, la fréquence cardiaque, la dilatation, la constriction des bronches, la dilatation des vaisseaux, la vasoconstriction, etc., etc. Vous voyez, la thermorégulation, etc. Et c'est là où on s'aperçoit que grâce à ces liens qu'on a ici entre le système limbique ici et puis cette région hypothalamique, eh bien, on aura l'expression organique de l'émotion qui peut effectivement se réaliser. Voilà. Alors, du coup, si on veut faire un peu la synthèse de tout ça, c'est la même chose. Ce système limbique, il va agir sur quoi? En haut, sur les fonctions supérieures. En bas, sur les fonctions plus végétatives, donc l'expression organique. Je répète grosso modo ce que j'ai dit, c'est une façon de présenter les choses. Et voilà les grands systèmes qui sont affectés. Donc ça concerne les grands comportements affectifs, émotionnels, sexuels. Donc vous voyez que le rôle de ce système limbique déjà est directement au niveau des comportements. Ensuite, au niveau de la mémoire, la preuve, le circuit de Papez lésé entraîne un syndrome de Korsakoff avec un trouble de la mémorisation au fur et à mesure dans le syndrome de Korsakoff, comme vous le savez. D'autre part, il y a l'olfaction qui est gérée directement par le système limbique. Vous connaissez tous d'ailleurs les relations très fortes entre olfaction et le système végétatif. C'est-à-dire qu'une odeur absolument dramatiquement mauvaise, en général, elle entraîne quelques conséquences éventuellement possibles, si vraiment l'horreur de l'odeur est très violente. Bon, alors
même les comportements comme un comportement moteur est influencé aussi par donc ce système limbique. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le fait d'être en pleine forme, au contraire, très très déprimé, etc. Donc votre état émotionnel influence vos activités. Bon, il y a quand même une certaine influence sur le système endocrine et puis bien sûr sur le système viscéral. Voilà. Donc, vous voyez, toute la sphère d'action de ce système limbique est quand même assez large. C'est une espèce de petit noyau profond, hein, au bord interne du cerveau et qui vient sous-tendre nos activités, quelles qu'elles soient. Alors, ce système, du coup, il est composé par quoi? C'est un morceau de cerveau, c'est une partie du cerveau. Donc, comme d'habitude, dans le cerveau, on va décrire du cortex. Donc ça va être la première partie que je vais vous faire. Deuxièmement, il y a en profondeur des noyaux, car vous savez qu'en général, tout cortex qui fonctionne ne fonctionne jamais tout seul. Évidemment, ce cortex est intégré dans des réseaux neuronaux. On n'a pas arrêté de le faire la dernière fois, de réseaux de neuronaux. Et donc, on décrit des noyaux sous-jacents qui sont les relais de ces systèmes. Hein. Donc, on va en parler après. Et bien sûr, des grandes voies de conduction vont permettre de véhiculer ces informations et de les transmettre éventuellement à l'hypothalamus, au tronc cérébral, etc. Donc voilà les grandes bases. Un cortex, des noyaux et des grandes voies. À partir de là, on va regarder le cortex. Le cortex est simple, c'est le grand lobe limbique de Broca. Le grand lobe limbique de Broca, hein, donc le grand lobe limbique de Broca, c'est le gyrus singulaire plus la cinquième temporale. Bon, par définition. Alors, le gyrus singulaire, je vais le rappeler, vous connaissez. Mais ce gyrus singulaire, il est tout simplement situé autour du corps calleux. Autour du corps calleux, et je rappelle, donc, en dessous, en avant, au-dessus, en arrière, hein, et il est limité par le sillon, le sillon singulaire, voilà, qui remonte en arrière, comme ça, sillon singulaire, et en dessous, on a le gyrus singulaire, partie antérieure, partie postérieure. Par exemple, le gyrus singulaire antérieur, on l'avait déjà vu, recevait par exemple des informations de la douleur, les voies spinothalamiques, hein, comme l'insula, et donnait ici cette coloration émotionnelle de la douleur. C'était la liaison entre les systèmes de la douleur et le système de l'émotion et de l'affect. Et vous l'avez ici en 3D, sur donc in vivo. Oula, je fais n'importe quoi. Excusez-moi, puisque l'avant étant ici, évidemment. Voilà. Donc vous avez le sillon singulaire qu'on voit ici. Vous voyez, il y a des petites interruptions. Voilà. Et il doit repartir. Je vérifie bien sur ce cerveau. Il a l'air de remonter là, a priori. Vous voyez, là, il y a une petite ambiguïté, parce qu'il y a une espèce de subdivision. Hein. Là, on a le pariéto occipital, la calcarine. Le précuneus, à mon avis, est plus là. Il peut y avoir un doute avec ici, mais vous voyez, ça remonte pas assez haut, là. Donc, je pense que c'est là. Bon. Eh bien, vous voyez, c'est pas évident. Et parfois, on est obligé un peu de faire tourner le cerveau pour vérifier que on est au bon endroit. Hein. C'est pas toujours. Alors, bien sûr, sur une coupe, c'est encore plus dur à dire, parce que, alors, pas pour le gyrus singulaire. Le gyrus singulaire, c'est évident, il est là, et le sillon singulaire, voilà, c'est le sillon qui est ici. Donc ça, il n'y a pas de doute. Ça, il n'y a pas de problème. Et tout le gyrus singulaire, il est au-dessus du corps calleux. C'est une coupe assez postérieure, évidemment. D'ailleurs, la croix qui est là, elle est à la même position ici. On est au-dessus du splénium du corps calleux et on voit du coup le corps calleux très épais parce que c'est le splénium dans la coupe coronale, mais ça vous connaissez par cœur. Bon. Le grand lobe limbique de Broca, c'est le gyrus singulaire plus la cinquième temporale. Par contre, la cinquième temporale, elle est quand même un peu compliquée. Alors, la cinquième circonvolution temporale, je rappelle, elle est, d'abord, elle présente quelques particularités. C'est que, en avant, cette cinquième circonvolution temporale, elle se recourbe vers l'arrière. Voilà. Ça forme une espèce de crochet. On l'a vu, normalement, ensemble. Je rappelle que ce crochet, en latin, uncus, hein, incus, eh bien,
l'incus de l'hippocampe, c'est cette partie recourbée vers l'arrière, hein, qu'on appelle incus de l'hippocampe. Voilà. Déjà ça, faut le savoir, parce qu'on va individualiser des cortex un peu différents, selon qu'on est dans la région de l'incus ou qu'on est en arrière de l'incus, dans la 5e temporale. Ensuite, si je regarde la 5e temporale, bon, dans une région standard, pas dans l'incus, parce que ça complique les choses, c'est pas la peine. On va faire simple. Je fais donc une coupe, ici, coronale, et j'ai cette coupe coronale. Et je m'aperçois que l'incus de l'hippocampe, l'hippocampe, alors ici c'est la 5e temporale. Si vous voulez, je vous remets un peu le contexte. Hein. Là, on voit un petit bout de tronc cérébral, du mésencéphale. Donc c'est en dedans ici, bien sûr. Par là, c'est en dehors, c'est très zoomé, évidemment. Là-haut, il y a la base du cerveau, donc on voit plus grand-chose. Hein. Il y aurait le noyau lenticulaire qui serait quelque part par là, au-dessus, avec le putamen. Hein. Et puis, ici, c'est le ventricule latéral qu'on voit à ce niveau-là. Voilà, ventricule latéral, c'est marqué VL. Bon. Eh bien, cette 5e temporale, elle est étendue ici, sur toute cette région, séparée par la 4e de la 4e circonvolution temporale T4 par un sillon qu'on appelle le sillon collatéral. Le sillon collatéral, SC, c'est la limite entre T4 et T5. Le sillon collatéral. D'accord? Limite entre T4 et T5. Bon. Donc au-dessus, c'est la 5e temporale. Donc là, voici. Donc là, vous devez avoir, je pense, le dessin, voire même la même photo que je suis en train de vous présenter. Et je sais pas, il y est vraiment, oui, ou en forme de dessin. Ouais, en forme de dessin. Ouais. Et on s'aperçoit que le cortex, vous voyez, le cortex, c'est toute cette partie périphérique dans la 5e temporale. Voilà le cortex dans son épaisseur. Voilà. Le cortex est tout d'un coup refoulé en dehors, voilà, refoulé en dehors, puis revient en dedans. Voilà. Donc ici, revient comme ça en dedans. Eh bien, on a donc défini un sillon. Un sillon, je vais le faire en bleu ici, une flèche qui vous montre ce sillon ici. Voilà. Donc il y a plein de petites flèches qui vous montrent le sillon. Et ce sillon sépare ainsi 2 étages dans la 5e circonvolution temporale. En bas, au rez-de-chaussée, le gyrus para-hippocampique. Donc là, c'est toute la partie inférieure, le gyrus para-hippocampique avec son cortex et sa substance blanche. Par contre, au-dessus de la fissure hippocampique, puisque c'est cette fissure, ce sillon aux fissures hippocampiques qui séparent les 2 étages, donc la fissure hippocampique qui sépare, eh bien, au-dessus de cette fissure hippocampique, le cortex qui se poursuit au-dessus, c'est le cortex de l'hippocampe proprement dit, grand H, hippocampe proprement dit, grand H, en vert, au-dessus du sillon. Or, le gyrus para-hippocampique, c'est du néocortex. Donc, là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a d'une part, pardon, je vais le faire en bleu, on a d'une part, ah là là, ça c'est un petit bug, il va falloir corriger, j'ai repassé tout, bon bah alors le mieux, voilà. Un cortex à 6 couches, le cortex du gyrus para-hippocampique, à 6 couches, néocortex. On arrive à un archicortex à 3 couches, donc archéocortex ou archicortex, pareil, archéo ou archicortex, 3 couches, c'est l'hippocampe. Hippocampe. Ça veut dire qu'il va y avoir une zone de transition entre le cortex à 6 couches et le cortex à 3 couches. Cette zone de transition, on va l'appeler la région subiculaire. Région subiculaire. Région subiculaire. Vous verrez, beaucoup de personnes disent le subiculum, mais le subiculum n'est qu'une partie de la région. Il y a le pré-subiculum, pro-subiculum, parasubiculum, etc. Enfin bon, n'apprenez surtout pas tous ces intermédiaires. C'est la région subiculaire qui représente la transition entre le néocortex, 6 couches,
et l'archicortex 3 couches. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'efférences des efférences de l'hippocampe qui partent de la région subiculaire. C'est une zone de sortie un petit peu de l'hippocampe. Voilà. Alors, voilà donc ces deux étages, hein, c'est simple. La 5e temporale, elle est fondue en deux d'avant en arrière, hein, elle est fondue en deux par la fissure hippocampique, et on a en dessous le gyrus parahippocampique, et au-dessus l'hippocampe proprement dit. D'accord? Donc, on va poursuivre un petit peu. Et du coup, la partie du dessous, le gyrus parahippocampique. Alors cette partie inférieure, on la voit bien ici, hein, et on va séparer en fait dans cette 5e temporale, deux grandes parties. Tout d'abord, on va regarder, alors maintenant je vais parler en termes de cortex, hein, en termes de cortex. Je vais séparer dans cette 5e temporale, voilà la 5e temporale, qui se recourbe comme ça en incus, la région qui est en arrière de l'incus et la région qui est en avant de l'incus. Eh bien, la partie en arrière de l'incus, hein, tout le cortex qui fait T5 ici, c'est le cortex parahippocampique. Voilà, c'est le cortex parahippocampique. Ça nous permet de séparer en avant, de séparer ici le cortex qui est situé au niveau de l'incus, voilà, et ce cortex-là, on va l'appeler le cortex entorhinal, ou l'aire entorhinale, c'est la même chose. Je vous l'écris pour pas que vous fassiez de faute, parce que le H, il n'est pas à l'endroit que certains mettent, entorhinal. Voilà. Donc le cortex entorhinal, alors je peux enlever le E, parce que là évidemment c'est inutile, c'est un cortex, voilà, le cortex entorhinal, qui est le cortex de la 5e temporale, mais au niveau de l'incus de l'hippocampe. Voilà. Alors, on l'isole parce qu'en fait, ce cortex entorhinal, cette aire entorhinale, c'est l'aire qui relaie les afférences de l'hippocampe. Voilà. Hein, il relaie les afférences de l'hippocampe. Voilà donc pour ce gyrus parahippocampique. Par ailleurs, vous remarquez dans ce gyrus parahippocampique une autre caractéristique. On va regarder tout de suite. Vous savez déjà que lorsque on a ici subdivisé le sillon calcarin, voilà, on a montré qu'il y avait un prolongement après la fusion de la scissure calcarine avec le sillon pariéto-occipital, il y avait un sillon qu'on disait antécalcarin. Alors, ce sillon antécalcarin, il va subdiviser la 5e temporale en deux régions. Une région qui se continue avec le gyrus singulaire, ça c'est le grand lobe limbique de Broca, c'est la continuité T5 gyrus singulaire, donc grand lobe limbique de Broca, mais une partie de T5 se continue avec O5, hein, parce que tout ça c'est O5, un peu divisé en deux, voilà, O5, hein, et ça va former donc T5, voilà à quoi contribue T5. T5 contribue à la continuité T5 gyrus singulaire, donc c'est le grand lobe limbique de Broca, voilà, et T5 se continue aussi avec O5, T5O5, c'est-à-dire le gyrus temporo-occipital médial. Voilà, il y en aura bien sûr un latéral, donc T5O5, hein, gyrus temporo-occipital médial. Donc ça, c'est simplement le petit sillon antécalcarin qui fait que le devenir du cortex parahippocampique, enfin de la 5e temporale, hein, se divise en deux, continuité gyrus singulaire, continuité O5. D'accord? Voilà. Alors, si on regarde, donc voilà ici, hein, les différentes... bon, là, je vais passer. Donc, grand lobe limbique de Broca. Maintenant, si je regarde l'hippocampe un peu plus en détail,
Je vais vérifier quand même si ce que j'ai mis comme diapo, ouais, c'est ça. Ouais. Donc je vais faire un petit dessin moi-même parce que il nous manque quelque chose et on va faire le dessin nous-mêmes. Mais vous l'avez en fait, c'est le même dessin. Hein. Alors, quand on regarde cet hippocampe, donc on a dit il y a 2 étages. Il y a 2 étages, voilà. Ici on a la base du cerveau. Et là, on va faire notre hippocampe, voilà, et on va mettre le sillon, la fissure hippocampique, et là, on va mettre le gyrus parahippocampique, avec le sillon, voilà, collatéral, et puis la 4e temporale. Bon, c'est un peu schématique, mais c'est pas grave. Voilà, T4. T5, gyrus parahippocampique, le cortex qui est tout autour, et puis la région subiculaire, voilà, et le cortex qui redescend, et c'est ça qui va m'intéresser. Donc je vous mets en rouge ici le gyrus parahippocampique, je vous mets en bleu la région subiculaire, je vous mets en vert le cortex de l'hippocampe proprement dit, donc les champs ammoniens, ce qu'on appelle les champs ammoniens. Pourquoi? Parce que, en réalité, l'hippocampe proprement dit, ça s'appelle aussi la corne d'Ammon, donc cornu ammonis, corne d'Ammon, hein, c'est-à-dire les champs Ca, les champs ammoniens, Ca, CA1, CA2, CA3, CA4. Donc ça, dès qu'on ouvre un article sur l'hippocampe, c'est automatique. Vous êtes sûr de trouver les champs ammoniens CA1, CA2, CA3, CA4. CA1, CA2, CA3 et 4. CA3, CA4. Voilà. Voilà donc cet enroulement du cortex ammonien, hein, ou hippocampique, cet enroulement en champs ammonien, hein, C1 jusqu'à CA4, et qui tout d'un coup s'arrête en dedans, bizarrement. Ça va s'arrêter en fait dans le île d'une gouttière de substance grise, que je vais vous dessiner maintenant, je vais faire en violet. Et ça c'est très important puisque cette substance grise qui est juste en dessous, ça fait une gouttière grise, voilà, ça s'appelle le gyrus denté. Gyrus dentatus. C'est le gyrus denté. Voilà. Et j'insiste sur ce gyrus denté, car le gyrus denté contient, gyrus denté, il est formé de cellules granulaires. Et lorsque nous avons ensemble vu les cortex, on sait qu'il y avait 2 grandes cellules qu'il fallait bien connaître, les grains, cellules granulaires, et les cellules pyramidales. On avait vu que les cellules granulaires étaient les cellules qui recevaient l'information. Donc ça, c'est la face réceptrice de l'hippocampe. Or, je vous avais dit, en fait, l'air entorhinal relayait les afférences. Donc on a l'air entorhinal qui envoie sur le gyrus denté les grandes afférences de l'hippocampe. Le gyrus denté les reçoit. Voilà. Donc, maintenant, il faut voir les sorties de cet hippocampe. Eh bien, les sorties de l'hippocampe, on va les représenter par des axones qui vont partir, entre autres, de la région subiculaire, mais aussi des champs ammoniens. Donc je vous fais ici des axones qui sont en train, je vais même changer de couleur. Attendez, je vais changer de couleur, parce que sinon on ne voit pas très très bien. Je vais les faire en, qu'est-ce qu'il me reste, allez, en noir, parce que comme ça vous les verrez mieux. Des axones qui partent de la région subiculaire, et qui, justement, vont tapisser les champs ammoniens de dehors en dedans. Alors pareil, hein, les champs ammoniens, ils envoient aussi des axones, comme ça, par-dessus. Donc, vous voyez que la face dorsale, le dessus, la face dorsale de l'hippocampe est complètement recouverte par un tapis d'axones. Et donc, c'est ce qu'on va appeler l'alvéus. Je le mets ici, ça c'est l'alvéus, et ce sont les sorties
de l'hippocampe qui passent de dehors en dedans et qui tapissent complètement la face dorsale de votre hippocampe. Si vous voyez, on va essayer de donner un peu de volume à ce dessin. Donc, ici, je vais donner du volume à cette structure que je vais vous décrire dans un instant. Et là, je vais donner du volume à l'hippocampe. Et du coup, en perspective, on peut voir toutes ces fibres qui sont en train de passer. Voilà, qui sont en train de passer. Alors malheureusement, je ne vais pas faire marche arrière, sinon toutes les couleurs vont changer. Donc ça fait rien. Voilà. Donc toutes ces fibres qui sont en train de passer comme ça, de dehors en dedans, hein, sont des sorties de l'hippocampe. Arrivé en dedans, qu'est-ce qui se passe? En dedans de l'hippocampe, évidemment. Arrivé en dedans de l'hippocampe, ces axones vont changer de direction pour longer d'avant en arrière, puisque là on va d'avant en arrière, bien sûr, rostrocaudal, on dit, hein, rostral, dans le cerveau, c'est l'avant il est rostral, et en arrière c'est caudal, et donc longer la face interne de l'hippocampe, ça vous fait une espèce de fil électrique là qui est en train de longer la face interne de l'hippocampe, et ça s'appelle alors la fimbria, évidemment, que vous retrouvez ici, tout le long de l'hippocampe, d'avant à en arrière. Vous allez voir, c'est très important, parce que la fimbria, mais vous le savez déjà, les deux fimbrias, la droite et la gauche, elles longent les deux hippocampes, vous vous rappelez, elles remontent en arrière pour se fusionner, et former le corps du fornix. C'est-à-dire que les fimbrias appartiennent au fornix, ce sont des constituants du fornix. Hein. On avait dit, fornix, en avant, c'est les colonnes du fornix, en arrière et en bas, enfin surtout en bas, c'est les fimbria. Hein. Voilà. Vous voyez, ça va? Hein, vous comprenez bien, là, ces fibres qui passent par-dessus l'hippocampe, et arrivées en dedans, hop, elles changent d'obliquité, et à ce moment-là, c'est la fimbria qui longe l'hippocampe d'avant jusqu'à en arrière. Bien. Alors, ça va nous permettre donc de mieux comprendre tout ça. Parce que quand vous faites une vue, une coupe anatomique, une coupe histologique, qu'est-ce que vous voyez? Et une IRM. Eh bien, vous voyez votre hippocampe avec, on y va, en rouge, flèche rouge là. C'est, vous voyez, c'est tout blanc là. Ça, c'est l'alvéus par-dessus l'hippocampe. Ici, cette espèce de faisceau qui longe l'hippocampe, ça, c'est la fimbria. Ça, c'est une photo d'histologie. Hein. Donc vraiment, ça a de la consistance tout ça. C'est quand même assez épais. C'est la fimbria qui est en train de longer, comme dans mon dessin, qui est en train de longer comme ça l'hippocampe. Et ça veut dire que quand vous regardez, vous mettez votre œil là, en dedans, comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Comme ici, comme sur la vue sagittale. Vous ne voyez jamais l'hippocampe proprement dit. Vous le voyez jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a la fimbria qui vous cache votre hippocampe, et regardez la fimbria flèche rouge, regardez, vous la voyez là, ce faisceau blanc qui est en train de remonter pour se poursuivre sur au niveau du corps du fornix, hein, qu'on voit ici, là, c'est le corps du fornix, on le voit à ce niveau-là, très très bien. D'accord? Bon. Donc, vous voyez que là, la fimbria, en blanc, qui part vers l'arrière, et sous la fimbria, vous voyez apparaître un espèce de petit cortex bosselé, là, ce petit cortex bosselé qui est là, vous voyez, ces bosselures ici, en dessous. C'est juste le gyrus dentatus, il est dentelé, il est bosselé, hein, et on le voit comme ça. C'est la seule chose que vous voyez de l'hippocampe. Hein. Donc je vais effacer mes derniers petits traits bleus. Voilà. Et ça vous montre là le gyrus denté qui est ici. C'est une partie, voilà, qu'on retrouve comme ça ici. D'accord, tout le long. Bien. Et en dessous, évidemment, en dessous, c'est le gyrus para-hippocampique, le cortex para-hippocampique notamment, ou l'aire entorhinale, ça dépend où on est. D'accord? Vous voyez bien la corrélation. Hein. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, au niveau de l'hippocampe, eh bien, la morphologie, ça c'est important, c'est pour
comprendre l'imagerie de l'hippocampe que vous allez voir dans les épilepsies du lobe temporal, par exemple, dans toutes les maladies d'Alzheimer aussi, où l'hippocampe est au centre de nos préoccupations, parce qu'il est le siège d'une atrophie hippocampique. Hein. Alors, comment se présente en imagerie l'hippocampe? Eh bien, d'abord, on le voit, et ça on l'avait vu ensemble déjà, hein, T1, T2, T3, T4 et T5. Dans T5, on a flèche rouge, le gyrus parahippocampique, et flèche verte, l'hippocampe proprement dit. Les deux étages. Hein. Donc voilà, l'hippocampe proprement dit, ici, bien sûr, et le gyrus parahippocampique, il est là, et bien sûr, il est là, en histologie. Bon. D'autre part, vous savez déjà que cet hippocampe, qui est dans la 5e temporale, en avant est intégré dans une structure qui se recourbe vers l'arrière, le lincus de l'hippocampe. Donc vous savez, par exemple dans une coupe sagittale, que la structure de votre hippocampe va pas être homogène partout. Vous savez que ici, en arrière, bon c'est simple, mais qu'en avant, tout d'un coup, on va se retrouver dans l'incus de l'hippocampe, plus complexe. Donc on va séparer 3 grandes régions. Alors d'abord, je vais vous expliquer mieux la coupe sagittale. Ici, on avait le noyau lenticulaire, avec le putamen et le globus pallidus. On a un tout petit peu de thalamus ici. Ça, c'est du thalamus. Mais c'est la fin, c'est le pulvinar et le corps genouillé. Hein. Et on a l'amygdale qui est en avant de l'incus. Ça, c'est une coupe sagittale, évidemment. Bien. Donc, on va définir la tête de l'hippocampe. Et la tête est parfaitement définie par des digitations hippocampiques. Ce sont ces digitations qu'on voit en IRM, qu'on examine dans le cas d'une atrophie, car ce sont les premières à disparaître. La disparition des digitations de l'hippocampe est signe d'atrophie de l'hippocampe. Hein, c'est l'un des signes de l'atrophie de l'hippocampe. Ensuite, une coupe moyenne, elle vous montre le corps de l'hippocampe. Là, c'est exactement ce qu'on a vu depuis le début, c'est vraiment la forme générale moyenne, gyrus parahippocampique, et puis l'hippocampe, l'alvéus, la fimbria, etc. On reconnaît très bien. Enfin, très en arrière, on a la queue de l'hippocampe. La queue de l'hippocampe, on le reconnaît tout de suite, parce que la région subiculaire, ici, est beaucoup plus étendue. Hein, ça, c'est l'une des différences, évidemment parce qu'on est dans des plans postérieurs à l'endroit où le thalamus va disparaître. On voit, il est très gros d'abord, puis disparaît ensuite. Hein. Donc ça, c'est aussi une question de localisation d'avant en arrière hein, dans le cerveau. D'accord ? Voilà. Eh bien, à l'intérieur de cet hippocampe, comment l'information va-t-elle se transmettre ? Donc là, je vous montre simplement, bon, je ne veux pas passer 36 heures là-dessus. On va résumer. Vous reconnaissez très bien le gyrus denté. Attention, c'est denté, hein, j'ai pas corrigé. Gyrus denté, gyrus dentatus. Ça, c'est les cellules granulaires qui sont dedans. On avait vu donc que l'aire entorhinale envoie des informations, des afférences, au gyrus denté. Dedans, il comprend ces cellules granulaires très particulières qui sont contactées par les afférences, dont les axones vont former ce qu'on appelle les fibres moussues. Les fibres moussues. Voilà l'axone ici qui est en train de monter. Et en fait, ce qui est caractéristique, c'est que ces axones ont pour cible essentiellement les champs CA3. Bon, vous allez voir pourquoi c'est important. Les champs CA3. En effet, là, dans le champ CA3, hein, donc au niveau de l'hippocampe, hein, on trouve des cellules pyramidales, car tous les champs ammoniens sont formés de cellules pyramidales. CA1, CA2, CA3 et CA4 hein, sont formés de cellules pyramidales. Et là, les cellules pyramidales de CA3 ont une caractéristique, c'est que si, évidemment, elles donnent un axone, comme on le voit bien ici, hein, donc une sortie,
Mais aussi, cet axone fournit la collatérale de Schaffer. La collatérale de Schaffer, donc, on la voit très bien, qui part ici, et le rôle de cette collatérale de Schaffer, c'est de transmettre, vous voyez, c'est une cascade d'événements, c'est de transmettre l'excitation aux autres secteurs CA2, CA1, hein. Donc c'est la collatérale de Schaffer qui transmet l'excitation de CA3 vers les autres secteurs CA2, CA1 et région subiculaire aussi d'ailleurs. Voilà. Bon. Et ce sont les cellules pyramidales de ces régions, hein, qui vont former l'alvéus. Voilà les axones qui sortent, hein, et qui forment l'alvéus, tous les axones des cellules pyramidales, hein, qui passent par-dessus, qui se portent en dedans, et qui après, comme on l'a vu tout à l'heure, forment la fimbria en partant vers l'arrière, bien sûr, pour former la fimbria, car ici, on aurait pu donner du volume à cet hippocampe. Voilà, du volume à cet hippocampe pour montrer la forme des axones. D'accord? Donc une cascade d'événements. 1. J'excite les cellules granulaires. 2. Les cellules granulaires excitent CA3. 3. CA3 va exciter les autres secteurs, hein, ammoniens par les collatérales de Schaffer. Et tout l'ensemble fournit les sorties par leurs axones qui tapissent l'hippocampe en formant l'alvéus. D'accord? Bien. C'est tout ce que je vous demanderai parce que effectivement, c'est après les couches et tout dans l'hippocampe, c'est beaucoup trop compliqué. C'est pas la peine de l'apprendre. Ça vous servira pas vraiment directement. Alors maintenant, à partir de là, on a des connexions, on a un circuit, notamment le circuit de Papez. On va regarder un peu les connexions. Le circuit de Papez, dans les connexions, c'est un circuit qui part de l'hippocampe. Alors là, la boîte qui est là, hein, c'est la boîte hippocampe. Ne vous embêtez pas, tout ça c'est l'hippocampe. Grand H. Donc l'hippocampe, vous vous rappelez, fournit des sorties et qu'on appelle le fornix. C'est-à-dire fimbria, corps du fornix, colonne du fornix, c'est le même axone. C'est l'axone qui est parti de l'hippocampe et qui arrive au corps mammillaire. Et ça forme le fornix. Hein, fimbria, corps du fornix, colonne du fornix, c'est le même axone. Et donc on relaie dans le corps mammillaire. Ensuite, le corps mammillaire, lui, se projette au thalamus. Donc là, vous voyez qu'on est dans un autre faisceau intéressant. Après le fornix, on a un faisceau entre le corps mammillaire et le thalamus. Faisceau mamilo-thalamique. Faisceau mamilo-thalamique. Ensuite, le thalamus lui-même relaie l'information au gyrus singulaire. Donc, c'est un faisceau thalamo-singulaire, bon, c'est un autre faisceau, qui remonte du thalamus jusqu'au gyrus singulaire. Gyrus singulaire. Une fois qu'on a relayé l'information là-haut, le gyrus singulaire renvoie par un grand faisceau qu'on appelle le cingulum, renvoie son information à la 5e temporale, T5. Et vous savez que dans T5, la région qui reçoit des informations destinées à l'hippocampe, c'est l'aire entorhinale. Donc c'est T5, c'est l'aire entorhinale. Hein, et donc après, retour à l'envoyeur, l'aire entorhinale renvoie l'information, elle boucle l'information sur l'hippocampe proprement dit, puisque la grosse boîte du milieu, c'est l'hippocampe, hein, avec ses différents champs. Voilà. Et là, vous avez un circuit résonant ici. C'est-à-dire une information arrive à l'hippocampe et puis résonne, hein, un certain nombre de fois. Et ce circuit résonant a un rôle important dans la fixation des souvenirs. Hein, c'est la première étape, en fait, dans les mémoires dites à court terme. Hein, c'est ce circuit qui intervient en premier. Il n'a vraiment plus d'importance après dans la fixation à long terme. Hein. C'est tout à fait autre chose, la mémoire à long terme. Mais là, c'est de la mémoire à très court terme. Hein. On a besoin de cette fixation. Donc, les pathologies qui touchent ce circuit, bon, celle qu'on connaît le mieux, bien sûr, c'est les lésions du corps mammillaire dans le syndrome de Korsakoff.
où on a effectivement un oubli des faits récents, un oubli au fur et à mesure, et le sujet est incapable de retenir une liste de courses qu'on lui donne là immédiatement. Hein, on lui demande 3 baguettes et 2 caramels, ou 2 carambars, et bien vous lui demandez tout de suite après qu'est-ce que je viens de demander, ça ne rappelle pas. Hein, donc ça, c'est le syndrome de Korsakoff. Alors que si on lui demande le nom de son professeur de physique en classe de terminale ou je sais pas quoi, à la limite, il pourra peut-être s'en rappeler. Enfin bon, ça encore, on se rappelle pas nous-mêmes toujours forcément dans cet exemple. Bien. Voilà, alors regardez sur ce dessin que vous connaissez bien maintenant, c'est la même chose, mais anatomiquement. Donc je pars, voilà, ici, je pars de l'hippocampe, vous voyez, on voit la fimbria en blanc. La fimbria, puis le corps du fornix, puis la colonne du fornix. Et donc, quand je descends à la colonne du fornix, ici, eh bien j'arrive au corps mammillaire. D'accord? Bon, après, le corps mammillaire, hop, le corps mammillaire au thalamus, parce que le thalamus, c'est tout ça. Je vais changer de couleur pour qu'on voit mieux. Voilà. Le thalamus, c'est ce gros noyau, ici, et c'est un complexe nucléaire. Ensuite, le thalamus, lui, envoie l'information au gyrus singulaire, puis le gyrus singulaire renvoie l'information par le cingulum à l'aire entorhinale, qui l'envoie à l'hippocampe, et la boucle est bouclée. D'accord? Vous voyez un peu, pour resituer le diagramme précédent, dans un dessin plus anatomique. Voilà. Alors, bon, là, je ne vais pas trop vous embêter sur les connexions de l'hippocampe. Là, ça va être un schéma qui va vous paraître très compliqué, mais je vais tout de suite mettre les structures et je vais vous expliquer les principes généraux. Ne vous inquiétez pas. Pas vous embêter avec ça. C'est juste pour vous dire les principes. Les principes généraux, c'est tout simplement mon hippocampe au milieu. Il est relié à quoi? Eh bien, il est dans une hiérarchie anatomique et fonctionnelle. C'est-à-dire que tout ce qui est en haut, c'est d'une part le cortex, le système limbique, l'hippocampe droit et l'hippocampe gauche, donc controlatéral, et tout ce qui est en bas, l'hypothalamus et le thalamus, lui envoient des informations. C'est tous les éléments de la hiérarchie qui lui adressent des informations. Voilà, c'est les grands principes généraux. Et bien sûr, lui, en sortie, il va reboucler sur ces structures, et donc il va renvoyer d'une part des informations vers le cortex. Donc ça, on a vu que c'était le circuit de Papez, entre autres, parce que ça boucle, et puis d'autres circuits qui remontent au cortex. Et puis des projections vers le bas, vers le tronc cérébral. Et hypothalamus et tronc cérébral, parce que on a ici, ça va permettre de fournir les effets organiques de l'émotion. Et donc, il faut transmettre à l'hypothalamus les informations et au tronc cérébral aussi transmettre des informations. Et puis, il y a juste un petit mot ici sur le noyau accumbens, c'est que j'avais déjà dit, parce que ça on l'a déjà étudié, que quand on étudie un cortex, n'importe quel cortex, soit du néocortex ou du cortex limbique, c'est toujours pareil. Le cortex là-haut est toujours sous la dépendance de noyaux gris qui sont en dessous. Donc, ce cortex adresse des informations de manière organisée et parallèle, voilà, au noyau gris. Et en général, ces noyaux gris vont, via le thalamus en général, vont ensuite moduler l'activité de ce même cortex. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu dans les noyaux gris centraux, c'est exactement ça, la voie directe, la voie indirecte. Et bien là, le noyau gris du système limbique, ce n'est pas le putamen ou le noyau caudé, enfin c'est pas loin d'ailleurs, c'est le noyau accumbens. On l'avait vu ensemble, et c'est pas loin, je dirais, parce que c'est la partie ventrale, c'est le striatum ventral, et donc c'est ce gros pont d'union du noyau caudé et du putamen, c'est en ventral, c'est un pont d'union entre noyau caudé et putamen, ça forme ce noyau accumbens. Vous vous rappelez, on l'a fait déjà, et je pense que j'aurai une photo à vous montrer là dans un instant. Donc le principe c'est ça, c'est que ce cortex limbique est toujours sous-tendu par des noyaux sous-jacents, et là ce sont les noyaux spécifiques, c'est le noyau accumbens. D'accord? Voilà. Donc là, on passe là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de faire
dans une question bilan des connexions de l'hippocampe. Par contre, circuit de Papez, oui, il faut le savoir, c'est chose de base, c'est important. Bien. Alors, j'arrive maintenant au noyau. On a vu le cortex, hein, et maintenant on va voir le noyau, les noyaux. Parmi les noyaux du système limbique, c'est l'amygdale ou complexe amygdaloïde qui est un noyau très important. Regardez ce magnifique dessin qui est issu du New Envis, un bouquin que je vous conseille de regarder, où vous voyez les deux nerfs olfactifs. D'ailleurs, ces nerfs olfactifs donnent des racines ou tractus olfactif, racines olfactives, médiale et latérale, et vous apercevez que la racine latérale a pour cible un complexe nucléaire qui est l'amygdale. Je rappelle que cette amygdale est située en avant de l'hippocampe, dans le lobe temporal. Donc voici l'hippocampe qu'on avait vu tout à l'heure, et en avant et au-dessus, voyez, on a bien l'amygdale. Ça veut dire que quand vous faites des coupes coronales, comme ça, vous coupez d'abord l'amygdale et après seulement vous allez couper l'amygdale en haut et l'hippocampe en dessous. C'est comme ça que vous interprétez vos IRM en regardant la 5e circonvolution temporale. Ayez ce schéma en tête pour parfaitement comprendre les rapports de l'amygdale et de l'hippocampe. Et de comprendre que quand vous reculez, l'amygdale va disparaître peu à peu, alors que l'hippocampe sera de plus en plus seul. Hein, voilà, c'est le corps de l'hippocampe, que l'hippocampe, il n'y aura plus d'amygdale. D'accord? Donc l'amygdale est en avant et au-dessus de l'hippocampe. Sur la coupe coronale, bien sûr, vous voyez cette amygdale. Voilà. Autre point, c'est un ensemble de noyaux qui réalisent des fonctions différentes. Nous, qu'est-ce qu'on va retenir? 3 groupes dans l'amygdale, 3 grands types de fonctions. Alors, premièrement, le noyau cortico-médial de l'amygdale. Ça, c'est l'amygdale olfactive. Peu importe où il est, bon, il est en surface de l'incus, bon, c'est vrai, mais vous retenez qu'il y a un noyau olfactif, le noyau cortico-médial. C'est ce noyau qui se déclenche dans les crises partielles, les crises d'épilepsie, partielles, simples, des crises olfactives. Crise olfactive, décharge paroxystique et synchrone des neurones olfactifs, ces neurones qui sont dans le cortex ici, olfactif, c'est-à-dire dans le noyau cortico-médial. Et donc, première application. Deuxième application, vous allez voir après. Deuxième grand centre, alors là c'est un petit noyau en fait, c'est le noyau central. Le noyau central, lui, a un rôle végétatif. D'ailleurs, on connaît très bien, je l'ai fait comme exemple, les effets végétatifs, par exemple, d'une odeur extrêmement forte, hein, qui peut vous entraîner éventuellement à vomir, à avoir des réactions assez violentes face à une odeur très mauvaise. Hein, donc il y a une relation évidente. Donc ici, végétative. Hein. Et enfin, une troisième portion de l'amygdale, qui est l'amygdale basolatérale. Bon, l'amygdale basolatérale, elle est inférieure et latérale, c'est ça à peu près, une grosse partie, c'est une grande partie du noyau, basolatérale. Et là, c'est très intéressant puisque cette région a un rôle dans l'indexation affective. Hein. Indexation affective, c'est-à-dire qu'elle va donner le sentiment du danger, de la peur, la frayeur, etc. Et donc modifier les comportements. Et lorsque, dans les crises d'épilepsie, des crises partielles simples qui touchent cette région, on peut avoir, ça existe, des crises de frayeur, hein, qui est liée justement à tout d'un coup une activité anormale, synchrone et paroxystique, de l'amygdale. Voilà. Alors, ces 3 grandes régions, olfactive, végétative et comportementale, donc indexation affective, ces 3 grandes régions vont envoyer leurs informations par 2 grands faisceaux. Un premier faisceau qui est très bien indiqué ici sur ce dessin, qui part directement de l'amygdale vers l'hypothalamus. Donc de l'amygdale vers l'hypothalamus, comme ça, direct, on appelle ça la voie amygdalofuge ventrale. Petit 1, petit 1. Voilà. La voie
amygdalofuge ventral. C'est une sortie directe vers l'hypothalamus. Hein, voie amygdalofuge ventral. Et quand vous regardez ce dessin, vous voyez qu'il y a une deuxième sortie. Cette deuxième sortie, elle a une forme assez spéciale. Franchement, quand vous regardez ça, vous dites, tiens, c'est la forme d'un ventricule. Ou alors, c'est la forme du noyau caudé. Hein, eh bien, effectivement, la strie terminale que je suis en train de vous montrer, la strie terminale, ici, voilà, qui est une sortie aussi de l'amygdale, suit le noyau caudé tout le long. Et donc, elle suit le ventricule latéral aussi, bien sûr, parce que le noyau caudé longe le ventricule latéral, hein, donc c'est évident. Voilà. Et alors, arrivé en avant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque cette strie terminale arrive en avant, elle va faire comme le fornix. Et là, justement, je vais vous préciser ce qu'on va en avoir besoin. Je regarde, j'ai mes deux thalamus, et le troisième ventricule au milieu, V3. Et puis en avant, j'ai la commissure antérieure. Vous voyez, cette grand faisceau de fibres là qui passe comme ça, commissure antérieure. Donc là, j'efface, je mets une flèche, CA, commissure antérieure. Ces grands faisceaux, le fornix et la strie terminale, vont près de la commissure se terminer en fournissant des projections pré-commissurales en avant de la commissure et rétro-commissurales en arrière. Alors, en avant de la commissure, il y a une petite région que qui est là d'ailleurs. Regardez la commissure, elle est là, la commissure. Enfin, on la voit presque plus parce que on est un peu en avant de la commissure justement. Donc elle est en pointillé, on la frôle. Mais du coup, ça nous permet de montrer une région qui est en bas et en dehors du septum et qui est la région septale. La région septale. Attendez, voilà. Alors cette région septale, hein, elle comprend des noyaux, donc noyaux septaux, ce sont des petits noyaux cholinergiques qui sont à droite et à gauche. On est en dessous du septum pellucidum, hein, et plutôt en avant du V3. On le verra mieux tout à l'heure sur une coupe sagittale. Bon, c'est important parce que cette région, ce noyau septal, va être à l'origine de projection vers le tronc cérébral. Hein, on aura le système limbique, voilà, qui se projette vers le noyau septal et qui relaie vers le tronc cérébral et vers l'hypothalamus, voilà, les informations. Hein. Donc, des projections précommissurales vers la région septale. 2, des projections rétrocommissurales qui vont où? Vers le thalamus et l'hypothalamus. Donc je vais faire plus propre, parce que là, ça devient un peu fouillis. Hein. Donc quand on a, c'est vrai pour le fornix, c'est vrai pour la strie terminale, hein. On a effectivement d'un côté les projections pré-commissurales, post-commissurales, voilà, et ces projections, en arrière, ça va vers le thalamus. C'est normal, hein, ce qui est en arrière de la commissure, c'est les parois du troisième ventricule. Qu'est-ce qu'il y a dans les parois du troisième ventricule? Il y a le thalamus et il y a l'hypothalamus. Et en avant, c'est toujours la région septale avec les noyaux septaux, et ces noyaux, vous allez voir, je vais vous le dire tout à l'heure, ils sont cholinergiques, acétylcholine, cholinergiques. Voilà. D'accord? Eh bien, voilà l'essentiel de ce que je voulais vous montrer. Excusez-moi, là, j'aurais pas dû. Voilà, concernant ces systèmes. Donc, je vais passer sur les stimulations de destruction de l'amygdale, hein, et juste vous montrer le noyau septal et vous dire il y a d'autres noyaux, hein, de cette région antérieure. Vous voyez, sur une coupe sagittale, hein, on a le fornix, voilà, qui part comme ça. On a la commissure antérieure ici,
hein, et le septum. Et en fait, la région septale, elle va être là. Elle va être dans cette région-là, à la base du septum, à droite et à gauche. C'est pas dans le septum, hein, c'est en dessous et à droite et à gauche, hein, comme on l'a vu sur la coupe coronale. Voilà. Donc, dans les noyaux, hein, on a les noyaux septaux, on a le noyau accumbens, voilà, noyau accumbens, qui est le striatum ventral, hein, et puis on a d'autres noyaux, comme le noyau basal, ça je vais passer. Juste une image pour vous montrer le noyau accumbens où il est. Dans les coupes très antérieures, vous vous rappelez, on est très en avant. La grosse tête du noyau caudé. Le putamen tout seul, parce que ici, on est trop en avant, on n'est pas dans l'axe du globus pallidus. Donc c'est le putamen qui déborde, c'est la base de la pyramide qui déborde en avant. Donc on a du putamen tout seul. Et le gros pont d'union entre les deux, c'est le nucleus accumbens. En ventral, en bas, en dessous. Hein, donc là, c'est facile. Hein, mais une coupe antérieure. Et enfin, pour les noyaux septaux, eh bien, le noyau septaux, je vous les ai déjà montrés, ils sont là. Voilà, ou ici. Voilà. Hein, là, on a une vue anatomique et une coloration histologique. Ça, c'est une coloration de la myéline. Donc, du coup, les corps cellulaires des noyaux septaux, on les voit pas beaucoup. Hein, le septum pellucidum, il est là, le septum. Hein, septum pellucidum, il est là. Et c'est en dessous, à droite, à gauche, qu'on voit très bien la région septale. Bon, je vais passer sur ces... Voilà. Et je terminerai, puisque ça va bientôt être l'heure, je terminerai sur les applications. Donc, c'était important de connaître donc ce système limbique, parce qu'il est la cible quand même d'affections qui sont très, à ce moment, très, j'allais dire à la mode, mais au premier plan, je dirais. C'est bien sûr la maladie d'Alzheimer, affection dégénérative, dont les premiers signes organiques au niveau cérébral touchent la face interne du lobe temporal. Et donc, on a une atrophie assez précoce, une atrophie de la 5e circonvolution temporale, avec un effacement, une disparition des digitations hippocampiques, hein, et une atrophie globale des régions hippocampiques et para-hippocampiques. Vous voyez que dans l'encéphalite herpétique, c'est pareil. C'est les deux lobes temporaux qui sont préférentiellement touchés, hein, et notamment les régions de la 5e circonvolution temporale. Ça aussi, c'est assez classique. Dans l'épilepsie temporale, c'est la même chose aussi, où il y a en plus une véritable désorganisation de, je dirais, de l'architecture de l'hippocampe, et c'est pour ça qu'on fait des séquences dites flares, hein, qui permettent de mieux voir la répartition du gris et du blanc à l'intérieur de l'hippocampe. Hein, les champs ammoniens, là, un peu, enfin, on les voit pas directement et très nettement, mais on s'aperçoit qu'il y a une désorganisation de la substance grise. Donc, épilepsie temporale, hein, le bilan. Vous voyez, on a parlé des crises partielles simples, les crises olfactives pour l'amygdale, hein, ou des crises liées à l'activité de l'hippocampe lui-même aussi. Très souvent avec des départs à sensation épigastrique, des troubles du contact. Vous verrez tout ça. Hein, et la crise devient complexe lorsque il y a rupture de contact. Hein, le sujet ne peut plus vous dire exactement ce qu'il perçoit. Hein, il n'est plus conscient de sa crise. Voilà. Et puis bien sûr, vous avez les traumatismes. Hein, et il y avait, vous verrez dans la littérature, dans tous les bouquins de neurosciences, on vous parle du cas HM, qui a reçu une baramine dans le crâne, hein, qui va traverser le crâne et qui a détruit une partie de son système limbique. Et donc après, il a accepté d'être l'objet d'études. Donc on a des très belles descriptions, hein, des atteintes de ce système par le biais du cas HM. Alors bien sûr, dans la psychochirurgie qu'on fait plus maintenant, il y a eu des cas où on détruisait les deux lobes temporaux et notamment les amygdales. Alors ça entraîne des comportements, des modifications très profondes de la personnalité, mais bien sûr c'est des choses qui se font pas, c'est très dangereux, parce que détruire les deux hippocampes, ça veut dire entraîner une amnésie extrêmement profonde, hein, et qui perturbe très fortement la vie des gens, mais même
Ça en est au point que dans leur cuisine, il faut qu'ils marquent sur chaque placard, il faut qu'ils marquent ce qu'il y a dans les placards. Et pour aller chez le coiffeur, ils ont un bouquin qui dit pour le coiffeur, il faut aller à droite, à gauche, telle rue, etc. Parce qu'ils se souviennent de plus rien. Donc les destructions bilatérales, hein, c'est très important. C'est pour ça que quand on fait une amygdalo-hippocampectomie dans le cadre d'une épilepsie, vous enlevez l'hippocampe et l'amygdale d'un côté. On fait toujours des tests auparavant pour savoir quelle est la valeur fonctionnelle des deux hippocampes. Celui qu'on va enlever, bon ça c'est moins grave, mais surtout la valeur fonctionnelle de celui qui reste. Alors avant, on faisait quelque chose qui était un petit peu lourd, on faisait comme pour une artériographie, hein, on montait une sonde et on injectait dans la carotide, on injectait un barbiturique. C'est-à-dire on anesthésiait un hémisphère complètement, mais juste pendant quelques minutes, 5 minutes. Donc le sujet allongé, etc. C'est comme une artério, hein. Et les bras en l'air, et puis tout d'un coup, les top injections, on attend l'effet, il devient paralysé, on lui colle une hémiplégie en fait. Hein, c'est normal, c'est une contralatéral évidemment, parce que j'anesthésie tout un hémisphère. Et à ce moment-là, pouf, il y a une petite batterie de tests sur le langage et la mémoire qui part. Donc on lui pose des questions, c'est des tests très simples, mais il faut faire vite, on ne va pas le laisser une demi-heure. Hein. Donc, ce qui permet d'évaluer assez globalement les fonctions de son hémisphère gauche. Et le lendemain, on refait, on va faire par exemple sur l'hémisphère droit, et on a comme ça une idée pré-chirurgicale de la valeur. Alors maintenant, ça change quand même parce que il y a eu pas mal d'études sur l'IRM fonctionnel. Alors là, c'est mieux parce que c'est pas barbare, on va pas paralyser le pauvre patient, lui bloquer son hémisphère. Surtout que c'est un peu bizarre parce que la carotide, quand on regarde, la carotide, son territoire, c'est beaucoup plus la face externe que la face interne quand même. Hein. Alors bon, la face interne du lobe temporal, c'était quoi? C'est l'artère cérébrale postérieure et un petit peu la choroïdienne antérieure. Vous voyez, hein, et donc c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais ça marche quand même. Hein, on sidère complètement l'activité, mais c'est plus facile d'injecter dans la carotide que d'injecter dans la vertébrale. Donc c'est pour ça que on fait ces injections. Avec l'IRM fonctionnel, on met le sujet sans injection, sans rien, et puis on lui fait des batteries de tests hein, pour voir les régions qui s'activent ou pas. Et à ce moment-là, on fait un traitement informatique qui montre les différentes zones qui s'allument ou qui s'allument pas en fonction de ces tests. Et donc, on voit la valeur fonctionnelle donc de ces hippocampes. Voilà. Donc au total, hein, retenez bien cette position centrale du système limbique, entre là-haut, le siège des grandes fonctions cognitives, en bas, hypothalamus transcérébral, le siège des fonctions végétatives, hein, et de montrer comment ce noyau vient colorer complètement vos activités hein, et entraîner aussi donc des symptômes organiques à tous vos comportements. Voilà. Bon, on va faire la petite pause là-dessus et après, justement, je vous parlerai de l'hypothalamus qui est juste en dessous de ce système.